Voilà, donc ça enregistre. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour à tous les intervenants, téléspectateurs qui vont nous regarder. Aujourd'hui, on va parler de l'expatriation, les avantages aussi à s'expatrier. On va parler aussi des lois dans chaque pays, en tout cas les pays les plus intéressants, les lois en rapport avec l'hypnose. Qu'est-ce que dit la loi, admettons, au Mexique, etc., etc., par rapport aux hypnothérapeutes. Et on va pouvoir se rendre compte, comme ça, un peu en voyageant, que dans chaque pays, il y a des choses qui sont un peu différentes, dont le Canada, dont le Québec. Oui. Avec Katia, tu vas pouvoir aussi nous en parler, peut-être de ta propre expérience aussi. Si vous voulez bien vous présenter un peu, nous dire où vous êtes, tout simplement, et puis qu'est-ce que vous faites dans cet endroit où vous êtes. Je peux commencer si vous voulez. Oui, Écoute, moi, je suis au Québec depuis 1 an et demi, donc je suis dans une région quand même assez reculée puisque je suis en Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire à 7 heures de Montréal, en allant vers le nord. Donc je suis à la frontière de l'Ontario, on est à 2 heures de l'Ontario. Donc je suis venue au Québec il y a 1 an et demi parce que mon compagnon a eu l'opportunité de venir ici pour un contrat de travail. J'étais pas absolument pas, je savais pas ce que j'allais faire en fait ici. J'avais ouvert un cabinet dans le sud de la France, puisque je suis du sud de la France et donc je me suis dit: «Bon, on va voir ce qui se présente à moi». Donc j'ai commencé à travailler ici dans une institution financière et l'hypnose est revenue à moi par le biais de quelqu'un qui est venu me demander de l'aide, qui a su que j'étais hypnothérapeute en France et l'histoire a commencé comme ça. Donc je me suis renseignée par rapport à justement au niveau, prise en compte de l'hypnothérapie ici au Québec, parce que c'est quand même assez particulier. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en tant qu'hypnothérapeute. C'est quand même assez encadré. Donc en fait, il faut dépendre d'une d'entité, en fait. Il faut demander une accréditation. Donc il y a 3 possibilités. Il y a la RITMA, l'Académie des hypnothérapeutes du Québec et l'Académie des, naturopathes et des naturothérapeutes du Canada. Voilà. Donc ces 3 entités peuvent nous accréditer par rapport à notre profession. Donc moi, j'ai fait mon dossier avec l'Académie des naturopathes et des naturothérapeutes du Canada et en fonction des heures de formation que tu as, tu peux être accepté ou pas. Donc j'ai fait mon dossier avec eux et finalement, c'est revenu à moi, ils m'ont accepté. Donc j'ai dit: «Bon, si ça revient à moi, c'est qu'il faut que je réouvre un cabinet ici». Et voilà comment l'aventure a redémarré au Québec. Voilà. d'accord. Bon, intéressant. On va revenir sur plusieurs Ouais. points que tu nous as donnés. On va laisser Élodie se présenter, puis là, tu as déjà amené plein de questions qui sont ensuite. Donc, moi, j'habite à La Réunion, donc je suis à 10 000 kilomètres de toi, Marc, et un petit peu plus de Oui, toi, Katia. Oui. J'ai cet grand avantage d'être sur un territoire français. Donc, La Réunion, c'est un département d'outre-mer, donc je suis soumise à peu près aux mêmes lois que vous, mais en termes d'imposition, par contre, je n'ai pas exactement la même imposition que vous. Je n'ai pas exactement les mêmes cotisations sociales qu'en France métropolitaine. J'ai droit à des abattements qui sont qui sont intéressants par rapport à la France métropolitaine. Et pour l'installation, en fait, c'est exactement le même fonctionnement par contre qu'en France métropolitaine. Donc on n'a pas de, alors grand débat, est-ce qu'il faut pas, mais voilà, il n'y a pas d'accréditation officielle. N'importe qui peut se déclarer hypno, qu'il ait fait un week-end de formation ou qu'il ait fait 3 ans. Donc moi, je me suis formée sur, allez, à la louche, je dois être pas loin des 3000 heures de formation. Mais ça parle de moi et parce que je ça c'est kiffe me personnel. former. Mm. Voilà, c'est parce que voilà, j'adore me former, donc c'est 3000 heures de formation, mais enfin, c'est aussi beaucoup de 3000 heures de kiff total.
Et voilà, donc j'ai pas d'accréditation particulière et je ne fais pas que de l'hypnose. Depuis quelques années, je me suis spécialisée en sexothérapie. J'ai une spécialité en sexo. Et là, alors c'est très intéressant que tu proposes cette visio là, Marc, parce que du coup se pose ma grosse problématique, celle de l'éloignement géographique de la métropole, qui fait que j'ai créé un partenariat avec un hypno en métropole et nous avons monté une structure Sexolution pour pouvoir faire des formations en sexothérapie destinées aux thérapeutes qui voudraient se former, qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur la sexo. Et donc, pour l'instant, je fais moi les allers-retours en métropole parce qu'on n'a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas matière à La Réunion. Parce que c'est petit. On est 800 000 habitants. Et 800 000 habitants. Ce qui fait, alors, pour moi, mon collègue, là, Christian, me disait, mais 800 000 habitants, quand je lui disais, mais on est beaucoup à La Réunion, il me disait, mais Hello, vous êtes 800 000, c'est rien. C'est même pas, je crois que c'est même pas la population de Lyon. Oui, c'est l'équivalent, par exemple, en Espagne de Valencia, c'est à peu près ça, 800-850 000 habitants. Donc, et dans ces 800 à 850 000 habitants, c'est pas 800 à 850 000 personnes à accompagner potentielles, ni personnes souhaitant se former de potentiel. Voilà, je pense que c'est aussi une des difficultés. Je sais pas si Katia, tu as ce ressenti également, mais quand on est loin, on est vraiment loin, quoi. Oui, mais ici, quelque part, c'est un avantage parce que il y a très peu d'hypnothérapeutes et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu ici. Il y a beaucoup de gens qui en ont peur d'ailleurs et ils ont toujours cette sensation, je crois qu'ils gardent en mémoire l'hypnose de spectacle, donc il faut les rassurer pas mal en expliquant qu'il n'y a aucun contrôle. Mais l'éloignement m'a permis finalement de voir les choses complètement différemment. Au contraire, ici, c'est un avantage parce qu'il y a très peu... Il y a beaucoup de besoins, il y a énormément de besoins en termes de thérapie et il y a très peu d'offres. Voilà. Donc ici, l'éloignement, finalement, est un avantage par rapport à travailler sur Montréal. Voilà. Alors que moi, je vais avoir ce côté, et on l'a aussi beaucoup on l'a dans tout le corps médical et paramédical. Alors, non, je dis pas que l'hypnose est paramédicale. Ouh, me faites pas dire ce que j'ai dit. Vilaine. Non. Mais on a le même fonctionnement aussi avec les kinés, les orthodontistes, les orthophonistes, je vais y arriver. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de grandes villes en métropole où quand on veut que ce soit un petit peu sympa, quand on veut une population un peu sympa au sens où on veut qu'il y ait du soleil, on veut qu'il y ait des jolis paysages, on veut la mer à côté, etc., c'est vite blindé et il y a vite beaucoup de concurrence. Ils viennent dans La Réunion. Ah oui, ok. Et donc, on se retrouve à La Réunion avec beaucoup de monde. Et oui, mais alors, l'avantage, c'est que quand ce sont des gens qui ne font ce déplacement que par choix financier en se disant voilà, j'ai mon diplôme d'hypno dans la poche, je veux aller me faire du fric au soleil sous les cocotiers. En fait, très rapidement, l'éloignement de la métropole pèse, l'éloignement de la famille, parce que c'est un mode de vie qui est complètement différent. Et on ne choisit pas de venir à La Réunion pour se faire du fric, parce que si on a des abattements fiscaux, ce que je disais en préambule, si on a des abattements fiscaux, c'est aussi parce que la vie est beaucoup plus chère. En moyenne, 40% à peu près. Ah ouais, un bon 40%. Enfin, il y a des trucs sur lesquels tu peux faire du 300%. Katia Haute Nature sans sucre, je l'ai payé 8 €. Et oui, tout ce qui vient de la métropole, forcément, le fromage, les laitages. Soi-disant.
Ouais. Ah oui. Tu vois, Ouais. Et oui. donc, La vie est il y a, beaucoup il y a plus des, chère. la vie est beaucoup plus chère. Donc, oui, il y a des abattements, mais la vie est plus chère. Et il y a un mode de vie qui est différent, où les gens ne sont pas prêts à suivre des thérapies, n'ont pas forcément cet engouement. On est au tout début de l'approche thérapeutique. On est encore à La Réunion, on avance souvent un petit peu en retard. Donc, enfin, en décalage par rapport à la France métropolitaine et par rapport au mode et au fonctionnement qu'on peut avoir au niveau européen. C'est-à-dire que à La Réunion, c'est encore beaucoup. Ok, c'est seulement quand il y a un gros problème que je vais consulter. Et il y a encore cette association de les psys, c'est pour les fous. Le consulter pour un mieux-être, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment mis en place. Moi, une grosse partie de ma clientèle m'est conseillée par des médecins, des psychiatres, des psychologues que j'ai pu rencontrer ou que je peux avoir même moi en clientèle, et qui vont dire à leurs patients, bah, écoutez, là-dessus, ce qu'il vous faut, c'est un accompagnement de ce type-là, parce que ça va pas être un accompagnement psychiatrique, parce que les psychiatres sont très efficaces, très, très, très tout ça, mais ils ont des plages horaires où ils vont recevoir la personne 20 minutes, une demi-heure, et des fois, c'est pas une prise en charge médicamenteuse qu'il faut, c'est des temps de parole, de construction de vos fonctionnements et tout ça. Donc, il y a des psychiatres qui sont formés en psychothérapie et qui ont des plages horaires particulières, mais peu. Quand on a un an d'attente pour avoir un primo rendez-vous avec un psychiatre, bah, ça complique les choses. Donc voilà, tu vois, moi, j'ai ce double. Il y a le côté de la culture aussi. Il y a toute l'histoire aussi des îles, les guérisseurs, etc. Le côté aussi un peu mal vu de l'hypnose. Et puis il y a aussi sur les îles, ils ont tendance soit à s'entraider entre eux, soit aussi à vivre un peu au jour. Et du coup, peut-être beaucoup moins de demandes que sur le continent, même s'il y a des problématiques, de la misère, etc. Mais il y a quand même un côté, moi là actuellement, pour la petite histoire, moi je suis en vacances, mais depuis un mois, je suis en Thaïlande, donc je suis en direct de Bangkok. Là, je reviens des îles, etc. Et il est vrai que chaque jour, c'est une leçon de vivre. En tout cas, ce que je vois, je pense que ici, les psys ils doivent pas avoir beaucoup de clients et de patients, et non pas par rapport à l'argent, surtout parce que le peuple a l'air d'aller plutôt pas trop mal. Bon, après, il y a toute l'histoire encore de la Thaïlande, etc. Mais ça y joue aussi. Il est sûr que on va plus avoir de chance en France, hein, par exemple. En France, je pense que c'est le pays dans le monde qui va mal socialement, qui va mal psychologiquement, sur la santé mentale. Donc on est beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de demandes aussi. Les psys, etc., sont surchargés aussi, donc ça y joue aussi. On arrive parfois à faire la différence aussi si on tient dans le temps. Et donc ça à prendre en compte aussi par rapport à certains pays pour l'expatriation. Voilà, moi je passe beaucoup de temps en Espagne, donc je pense à l'expatriation par la suite. Je réfléchis à plusieurs pays. Il est vrai qu'en Espagne, pareil, c'est souvent le pays le plus heureux d'Europe, etc. Donc je le vois avec les Espagnols que je côtoie ou autre sur des choses. Bon, c'est sûr qu'ils ont moins de tracas, je pense, culturellement que chez nous. Mais c'est pas pour ça qu'il y a pas du monde quand même. Alors j'imagine sur une île, pour revenir à toi, Élodie, ça referme beaucoup de portes aussi. D'un coup, plus la concurrence qui arrive en masse, parce qu'ils viennent pas pour ça, mais ils viennent pour familial, pour vivre au soleil, etc. Puis ils se disent, finalement, pourquoi pas réouvrir un cabinet aussi sur place. C'est ça, parce qu'en plus en hypno, vu qu'en France, c'est pas hyper réglementé, que n'importe qui peut
alors je ne parle pas d'éthique, mais concrètement, n'importe qui peut se faire un stage d'hypnose en 2 jours et se déclarer hypnothérapeute avec ce que certains essayent de labelliser comme un technicien ou un prat ou bon, ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formateurs qui font du mieux qu'ils peuvent et qui délivrent des vraies formations de vraie qualité. Et il y a beaucoup de stagiaires ou d'apprenants qui font du mieux qu'ils peuvent et qui enrichissent leur formation de tout ça et qui le font bien. Mais il y a combien de gens, enfin, je viens de voir passer sur Facebook une publication d'une personne que je connais qui, ça y est, je suis formée en, je sais pas quoi, si vous avez un truc ça doit être transgénérationnel ou je sais pas trop quoi. Elle a fait un stage de 2 jours. Et elle s'installe en cabinet avec un stage de 2 jours. Et c'est OK, c'est autorisé. Donc voilà, c'est autorisé. Donc il y en a plein de problèmes en France, mais dans beaucoup de pays aussi. Que tu vas pas avoir, d'après ce que tu disais, Katia, c'est que toi, c'est quand même beaucoup plus réglementé. Ah oui, c'est beaucoup plus réglementé. Je trouve ça très bien d'ailleurs que, en fait, moi, je dépends de l'Académie des naturopathes et des naturothérapeutes du Canada. Et de mémoire, alors attends, j'ai fait mon dossier. Je crois qu'ils demandaient un minimum de 1800 à 2000 heures, je crois, de formation. Par contre, ils englobent beaucoup de thérapies. J'ai pris des notes parce que je les avais pas tous en mémoire. Donc, en fait, si tu es coaching de vie, médecine ayurveda, phytothérapie, sophrologie, l'aromathérapie, des soins énergétiques aussi, ils encadrent, ils accréditent. L'hypnothérapie, forcément, puis il y a plein d'autres fonctions aussi qui peuvent être accréditées en fonction du nombre de formations que tu as fait. Donc, même si tu as fait des formations en hypnose avec, moi aussi, j'ai fait des formations énergétiques aussi, donc j'ai tout regroupé. Et en fait, j'ai pu être accréditée aussi grâce à ça. Voilà. Oui. Et c'est bien parce que c'est bien encadré. Et puis, grâce à ça aussi, on fait des reçus d'assurance. Donc, ce qui est bien, voilà. En fait, certaines assurances prennent en compte, alors peut-être pas la totalité du montant, mais une partie du montant, et voire même si les assurances ne prennent pas en compte, c'est déductible des impôts. Donc, je fais des reçus qui peuvent être déductibles des impôts pour l'année. Voilà. Donc, c'est quand même un avantage d'être accrédité. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Au Québec, tu ne peux pas exercer comme ça sans accréditation. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, en France, tu as certaines mutuelles qui prennent en charge l'hypnose, ouais. De plus en plus. Ouais. Ça va être, moi, de ce que je vois, c'est 3 séances par an ou 5 séances par an. 3%. Un forfait de 100 ou tant de pourcents. Enfin, ils ont une enveloppe suivant les assurances. Puis après, je suis comme toi, je vais continuer à me former, mais je vais me former ici, là, en octobre, je voudrais faire l'accompagnement pour les mamans à l'accouchement. Donc, je me formais voilà. Donc, ça, puis en fonction des personnes qui viennent me voir, je vois les besoins et le transgénérationnel aussi. Il y a beaucoup de choses dans le transgénérationnel, des transmissions, des choses qu'il faut nettoyer, on va dire. Voilà. Et puis les blessures de l'enfance, alors là, voilà. Mais il y a énormément de besoins. Pardon, excuse-moi. Oui, non, vas-y. Mais il y a énormément de besoins parce que justement, il y a très peu d'offres, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes, il n'y a pas beaucoup même de psychologues, il y a des psychiatres, mais très peu. Et alors ici, dans la population, on ressent quand même un gros mal-être. On est en Amérique du Nord, donc mentalité américaine, beaucoup dans la performance, dans la rentabilité, dans l'argent. Le jugement de l'autre aussi est très présent. Les gens ont peur du jugement de l'autre. Et ça crée beaucoup d'anxiété. Ça crée énormément d'anxiété, énormément de mal-être. C'est vraiment le gros point noir. Pardon. C'est très lié au protestantisme. Chosen people of God. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas, si tu n'as pas de preuve de réussite extérieure, c'est que tu n'es pas choisi de Dieu, donc tu as fait quelque chose de mal. C'est ça, exactement. Et puis, on est bien ancré aussi dans les anciennes générations qui étaient très ancrées. Après, chacun a ses croyances, mais dans la religion. Voilà. Et puis, il y a toute une histoire aussi avec... il y a aussi l'histoire avec les Amérindiens. En fait, voilà, ça, quand on regarde un petit peu en arrière, c'est pas très joli. Et j'ai l'impression que c'est un peuple qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, finalement.
Ouais, Oui, vraiment. puis Et ça puis, répond de oui, la puis le culpabilité. climat. La culpabilité exactement de ce qui s'est passé par rapport aux Amérindiens, j'ai l'impression que c'était une population qui porte énormément de choses sur ses épaules, vraiment. Enfin Mm. ça va faire, maintenant ça fait au mois d'octobre, ça fera 1 an que j'ai réouvert un cabinet, donc je vois un petit peu les personnes qui viennent me voir et je retombe toujours dans les mêmes patterns. Toujours, toujours, toujours Mm. plus ou moins. L'anxiété plus, des dépendances aussi, pas mal de dépendances, voilà, aussi. Avec, Ça rejoint les climats froids, les dépendances. Alors, ouais, on les c'est ça. retrouve aussi sur les Ouais. îles. Parce que les Ouais, îles, qu'est-ce qui se passe? C'est une boucle. Donc, les ouais. gens ont tendance à tourner en Mmh. boucle. Et généralement, ils ont vu que l'île, hein, ont très peu voyagé suivant les îles, les dom-toms, etc. Donc, Ouais, et les pays froids, ben, il y a toutes les addictions, alcool, ça peut ouais. être les drogues, etc. En tout cas, Mmh. sur- on retrouve souvent ce genre de phénomène. Est-ce que tu décris aussi le fait qu'il y ait très peu d'hypnothérapeutes finalement? Ça ressort, moi je le vois depuis quelques années maintenant, soit en accompagnant, en discutant avec des gens qui sont au Canada ou autre. Ils disent, ouais, paradoxalement, c'est tout l'inverse de la France, c'est plutôt un désert, mis à part à Montréal. Et Ou à encore, Montréal, même à oui. Montréal, apparemment, il y a aussi une demande, donc c'est tout le paradoxe Le de paradoxe, ce oui. Et territoire. pourtant, Et c'est ça tant mieux pour vous aussi. qui est vaste. Mais pourtant, il y a des super centres de formation, hein, au Canada, au Montréal, hein. Mais c'est dommage, voilà. Après, le territoire est tellement vaste. Bon, après, moi, je suis dans une région, effectivement, où je suis dans la nature, je suis au bord d'un lac, voilà. Après, j'ai fait le pari de faire venir les gens chez moi, plutôt que d'ouvrir un cabinet en ville. Donc, ça Absolument. fait partie. Voilà, pour moi, c'était important de faire venir les gens dans la nature, donc c'était un peu le pari. Puis, j'aime beaucoup partager cet endroit avec les personnes qui viennent me voir et je pense que ça fait partie aussi de la thérapie de les faire venir dans la nature. Et tu fais C'est de la visio. Super. Oui, mais pas beaucoup. Pour l'instant, pas beaucoup. C'est pas vraiment ancré. Les gens préfèrent venir, ouais, pour l'instant. Alors pour Et moi, puis pour ici, mon cas, ils roulent. Ici, ils ont l'habitude de rouler, en fait. Donc, ah oui, tout est tellement dispatché partout, donc les gens arrivent à rouler. Mais j'ai quand même, après ça, que je suis dans un endroit où j'ai 3 villes à peu près à 45 minutes. Donc, en général, c'est toujours les personnes qui viennent me voir qui sont dans ces 3 villes, voire des fois un peu plus loin, parce que j'ai même des personnes du Témiscamingue. Et donc, le Témiscamingue, c'est à la frontière de l'Ontario. Donc, c'est à peu près à 1h30, 2 heures de route. Donc, j'ai eu quelques personnes du Témiscamingue qui sont venues me voir aussi. Mais c'est pas mal. c'est très enrichissant de venir travailler ici. On apprend, bon, enfin moi je me nourris d'expériences et surtout à travers les gens qui viennent me voir. C'est très enrichissant et puis on travaille avec l'humain, donc voilà. Après j'ai C'est créé, beau. c'est ça, j'ai créé ma manière de travailler, donc mes séances, je prends mon temps, voilà, ça dure 1h30, voire même 2 heures. Des fois, je regarde pas la montre. Je me suis donné un laps de temps et puis un nombre de séances à faire par jour, mais voilà, je prends mon temps, j'ai un bel échange avec les personnes qui viennent me voir. On conscientise quand même pas mal de choses. Ils conscientisent. Après, on fait de l'hypnose. Et puis voilà, je les coucoune un peu. Voilà, mon accompagnement. C'est l'un des gros avantages aussi de voyager, d'être à l'étranger, de voir aussi d'autres cultures, d'autres façons d'être. Moi, si je prends mon cas, ça fait des années que je suis à la frontière, enfin à Genève, donc je vois Oui, beaucoup c'est très cosmopolite. Et oui, maintenant, là, je fais quasiment plus que de la visio, donc je d'accord. voyage beaucoup. Je suis ce qu'on pourrait appeler un nomade digital en ce moment depuis quelques mois. Et mon but, bah, c'est de m'expatrier quelque part. Là, je suis en train de voir plusieurs pays, peut-être l'Amérique latine, etc., Oui, peut-être Monténégro ou autre. Où je vise le soleil aussi. Enfin, ouais, moi, c'est plutôt un choix. Il y a la fiscalité aussi, on va en parler tout à l'heure, parce que ça, c'est important aussi. Mais c'est vrai que quand tu travailles soit en visio ou soit sur d'autres territoires, c'est une richesse aussi sur le ouais, plan humain aussi, sur le plan humain, ouais, vraiment. culturel, les religions, les... Moi, je le vois avec Genève depuis tant d'années. J'ai eu la chance de rencontrer, et maintenant encore plus en visio, des,
ouais, beaucoup de cultures, Ouais, des personnes qui ont un rapport à la transe totalement différent ouais, qu'un Français, sans être dans le c'est ça. stéréotype, mais c'est Non, totalement différent. L'approche, elle est totalement différente, et même sur le plan humain, et c'est super oui, enrichissant, en fait. c'est super enrichissant. C'est ça. Mais tu vois, j'arrive après moi aussi à faire que des séances en visio parce qu'un peu plus tard, on projette d'avoir un petit, faire un petit tour en van life et puis pourquoi pas faire mes Ouais, séances en c'est visio super, à travers, bien voilà. sûr. Parce que le Canada, c'est tellement vaste et puis descendre en Amérique du Sud parce qu'on peut descendre en Amérique du Sud aussi. Mais bon, ça, c'est un projet qui viendra après, voilà. Moi, j'avais essayé, mais en fait, je me rends compte que mes séances en visio, je ne les fais que quand, alors soit j'accompagne des personnes qui en général enfin, je ne les fais que quand j'accompagne des personnes qui sont pas sur le territoire. D'accord. Donc j'ai des accompagnements, j'ai une personne que je suis en Israël, j'ai des personnes que je suis en Inde, j'ai des personnes que je suis en métropole, donc à Londres. Je vais avoir des accompagnements dans ce cas-là, Mmh. forcément, heu, en visio ou des gens En que j'ai visio. suivis ici, au cabinet et qui ont décidé de Mmh. partir et qui veulent continuer à l'accompagnement. Donc dans ce cas-là, on se voit en visio, mais j'aime ce contact avec les gens et j'ai pas encore su trouver comment le mettre en place à travers la visio au premier abord. Mmh. Ça s'apprend, Moi, hein, parce qu'il y a des tas bien de De sûr. l'énergie. d'accompagnateurs thérapeutes qui Ouais. arrivent tout de suite. Mmh. Moi, Mmh. j'ai besoin de Et je pense que ça va de avec les caractères de chacun. Tu vois, moi, quand je suis au cabinet, il est vrai que je privilégie quand même la visio, même quand je suis au cabinet. Même les gens, s'ils viennent Ouais, sur bouche à oreille ou envoyés par des médecins, même parfois, ils sont à 5 kilomètres de chez moi. Alors, tu vas me dire, mais ils pourraient venir. Et finalement, maintenant, bah, ils ont plus tendance, ils savent que chez moi, c'est plutôt la visio et ça fonctionne bien. Mais après, j'ai on va dire, dans ma philosophie, hein, ça, c'est pas le but aujourd'hui de parler de tout ça, mais moi, j'ai pas de contact physique avec les personnes. Donc, finalement, que ça soit un écran ou mmh. mon cabinet, ça change rien, encore plus depuis le Covid, parce que maintenant, je ne serre même plus la main. Alors, c'est paradoxal, parce que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt tactile, même en street, même avec mes amis. Mais au cabinet, c'est vraiment un cadre très, Différent. très défini, et j'ai jamais eu de contact physique avec les personnes. Donc, la visio, ça a été tout de suite. Et vu que j'ai beaucoup voyagé étant plus jeune, bah, j'ai fait la van live aussi très jeune. J'étais pas hypnothérapeute à l'époque, mais du coup, le fait d'être un peu nomade et en même temps pouvoir travailler, c'est quelque chose qui est génial. Et encore plus maintenant, toutes les Ouais, possibilités. Là, mon objectif, c'est de parler couramment espagnol pour pouvoir justement ouais, bah, développer encore plus finalement. C'est faire toute l'Amérique latine et toute l'Espagne en c'est ça. téléconsultation ou sur le Ouais, terrain après. Donc ouais, ça va prendre génial. un peu de temps, ça va prendre une langue, etc. Mais bien que, voilà, après, il y a des facilités aussi, parce que finalement, c'est à peu près toujours les mêmes questions. À un moment donné, nos séances Oui, se ressemblent aussi. Mais mmh, après, je comprends un peu l'espagnol, parce que je passe beaucoup de temps en Espagne, etc. Mais c'est vraiment le prochain objectif de pouvoir encore plus s'ouvrir au monde et d'aller en direction d'une autre langue en plus que le français. ouais. Ça, Je c'est vais me remettre à l'objectif. l'espagnol moi aussi. Je vais reprendre des cours là, au mois d'octobre. Super. pour rebondir sur ce que vous disiez tous les 2, toi par rapport à la Thaïlande, à la culture et Katia par rapport à l'héritage, Mmh. hem, des Amérindiens. Nous, à La Réunion, on a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a une île où, toutes les cultures sont très, très fortes. Mmh. Hem, c'est-à-dire on a par exemple la culture africaine et quand on va être dans, vous savez, je sais pas si vous connaissez l'expression melting pot, versus salad bowl. Le melting pot, c'est vraiment tout est mélangé et en fait, on fait un micmac Mmh. de tout et là et le salad bowl, c'est plus au contraire, il y a une olive qui est différente de la courgette, qui est différente du radis et tout le monde est différent, mais complètement différent et l'olive ne ressemblera jamais au radis. Mmh.
c'est le principe dans les mixités, c'est ce qui, voilà, on a soit la tendance melting pot, soit la tendance salad bowl. Et à La Réunion, on est vraiment plus dans cette deuxième optique-là, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui, par exemple, est d'une culture, il va être chinois, il va se définir comme étant chinois, il va avoir tout son monde chinois. Donc ses croyances, sa religion, son travail, ses blessures. On parlait tout à l'heure de blessures d'enfance. Les blessures d'enfance dans un monde européen ne sont pas les mêmes que les blessures dans un monde asiatique, encore moins en Chine, parce qu'on a encore cet héritage de l'enfant unique, de tout ça. Enfin bon, toutes ces questions-là. Et à côté, la personne qui suit, voire le conjoint, va être tamoul. Donc tamoul, indien, polythéiste, avec des croyances, il y a un mode de fonctionnement. Et pareil, des valeurs, on parlait tout à l'heure des chosen people of God pour ceux qui sont protestants. Donc le fait que quand on ne réussit pas professionnellement, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. C'est l'échec. C'est bon. Ouais. Et chez les hindous, il va y avoir, chez les tamouls, chez les hindous, enfin, on fait beaucoup l'amalgame à La Réunion parce que tous les hindous sont tamouls. Donc, on fait beaucoup l'amalgame. Mais on va avoir, pareil, des blessures, des convictions et des croyances limitantes et invalidantes qui vont être les mêmes. Mais on va passer après à quelqu'un qui vient de Madagascar. Et là, à Madagascar, on a totalement l'opposé. Enfin, on va avoir des croyances. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que moi, au cabinet, je fais le tour du monde dans mon fauteuil. Ça rejoint un peu... ça rejoint un peu ce que je peux vivre à Genève. Alors, pas tous les jours, moins que toi, mais il est vrai que oui, parfois, oui, dans la même journée, quand je reçois au cabinet ou en visio, mais des gens en tout cas de Suisse, et il est vrai que des fois, je passe de l'hindou au latino, au portugais, mais alors tout ça avec les croyances qui vont avec, etc. Et puis, je finis la journée avec un russe. Et du coup, alors dans la langue française, mais tu vois, ils sont là depuis quelques années, ou ils sont là pour les affaires, ou ils parlent français, enfin bref. Et oui, c'est vrai que tu dois t'adapter, tu dois te cultiver aussi, parce que des fois, il y a des choses, toi-même, ça fait partie de notre métier aussi, mais c'est ça qui est super aussi. Tu te mets en retrait. Bon, mais c'est ça, c'est génial, c'est la mise en retrait, je trouve. Tu vois, quand tu es alors, on dit souvent que le thérapeute, il doit se mettre souvent en position méta, la fameuse position méta où ça parle pas de nous, ça parle de l'autre, écoutez l'autre, ne parlez pas, le moins vous parlez, mieux c'est. Enfin bon, tout ce genre de trucs-là qui incite le thérapeute à vraiment remettre l'autre au centre de sa thérapie, en fait. Et en fait, quand on est en expat ou quand on est comme moi dans ma salad bowl, ça nous force parce que de toute façon, il y a tellement de paramètres qui ne sont pas les nôtres. C'est pas notre culture, c'est pas notre civilisation, parfois c'est pas notre langue. Moi, je consulte, j'ai cette chance dans mon histoire langue, il y a très longtemps, j'ai cette chance d'avoir pu grandir bilingue. Donc, je consulte aussi en anglais. Mais ouais, on est très souvent, même quand je fais des consultes en anglais, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai pas les mêmes... J'ai pas les réflexes par rapport aux croyances limitantes. Mes croyances limitantes ne vont pas répondre aux croyances limitantes de la personne que j'accompagne. Et donc, ça me force absolument à cette mise en retrait, à éviter la projection et tout ça. Je pense que l'expatriation, elle a cette grande qualité aussi de venir vraiment nous enrichir et pas d'un point de vue financier. Vraiment nous enrichir dans notre rapport à l'humain. Et c'est parce que si on fait ce boulot-là, c'est aussi parce que l'humain nous intéresse. Pour la plupart d'entre nous, c'est que l'humain nous intéresse, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil, tu vois, au Québec, pourtant, on dit le Québec, c'est la francophonie. Alors oui et non. Parce que, voilà, comme tu disais, en fait, les problématiques, les blessures, ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Vraiment pas. C'est pas du tout... on est en Amérique du Nord.
Il y a la francophonie, ok, mais on est en Amérique du Nord. Donc, il y a toute l'histoire du transgénérationnel, transgénérationnel, et puis ce rapport à la performance, à la peur de l'échec, malheureusement l'argent qui est quand même au centre et au creux de toutes les préoccupations de tout le monde. Et sans argent, on dirait que en fait, il n'existe pas. Il n'y a pas d'existence sans argent. Voilà. Et à côté, le côté amérindien qui va être la question du territoire, de la sécurité, de la transmission, toutes les problématiques liées à l'alcool. C'est ça. Et puis à côté, effectivement, il y a le côté, l'histoire avec les Amérindiens, ou la connexion à la nature, la spiritualité. Par contre, ici, je trouve que les gens sont beaucoup plus quand même axés sur la spiritualité qu'en France. Voilà. C'est très vaste la spiritualité, mais chacun a ses croyances. Mais je trouve que c'est peut-être un héritage qu'ils ont eu justement des Amérindiens. Justement, cette connexion à la nature. C'est très particulier quand même, je trouve. Mais c'est génial, attention, j'adore. Hein. Disons qu'en France, c'est surtout tabou. Si je prends l'exemple avec la Suisse, on est voisins, c'est très ouvert. Parler d'énergie en Suisse, avec des psychiatres, avec des médecins ou autres, c'est la plupart du temps, 89%, 90%, c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est même eux qui sont ouverts, etc. Mais la France, disons que c'est la vieille dame de la médecine, etc. Il y a toute une histoire aussi derrière qui fait que je pense qu'on a 20 ans de retard sur pas mal de choses, ne serait-ce que sur la médecine conventionnelle. Je le vois là, même en ce moment, en Thaïlande, les meilleurs hôpitaux sont à Bangkok, par exemple, quasiment les meilleurs du monde, etc. Et vu d'extérieur, si on en parle, les Français ont tendance à penser que la Thaïlande, c'est le tiers-monde, par exemple. Mais ça, je peux prendre l'exemple dans plein d'autres pays, ou en termes de médecine conventionnelle, je pense qu'on a 20 ans de retard. Vraiment, en dentisterie, pareil, etc. Oui, bien sûr. Mais en spiritualité aussi, tu vois, là, Et en spiritualité aussi, du coup, ça rejoint. Je reviens j'ai atterri hier matin, donc j'ai un peu une tête. J'ai atterri hier matin, j'animais un stage en sexo, justement, en métropole. Et à la fin du stage, on était dans un lieu magnifique que moi, je connaissais absolument pas. On était au bord de l'Ardèche, dans un truc super, avec la rivière et tout. C'est très, très beau. Et quand je suis partie, j'ai voulu faire ce que je fais de toute façon dans mon quotidien ici à La Réunion, de remercier la terre pour son accueil. Et j'ai jeté un petit coup d'œil autour et je suis allée me planquer pour le faire, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une starbée, quoi. C'est vrai que... Alors qu'ici, s'ancrer au pied des arbres dans la forêt, il y a beaucoup de personnes qui le font et c'est naturel, quoi. Même moi, le matin, je me réveille, je bois mon café, et après, je vais m'ancrer au pied des cèdres. Voilà, je laisse pousser mes racines avec eux, et puis voilà. Mais ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire ça. Ça fait partie d'un héritage aussi, de ce bel héritage spirituel des Amérindiens, je pense. Et ça à prendre en compte aussi, quand tu voyages, quand tu es expatrié, justement, t'adapter aussi. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai vu aussi avec les différentes cultures, c'est bien sûr le rapport à l'argent, mais aussi ce que tu évoquais, d'une culture à une autre, c'est totalement différent. Et aussi, j'ai envie de dire, la rapidité au changement qu'eux, ils ont envie que ça aille, en fait. Je vais prendre l'exemple, je sais pas, un Australien, un Américain, surtout l'Américain, aura totalement il va vouloir que ça aille vite, il va vouloir que ça bouge, il faut que d'autres cultures, on peut prendre le temps, ils vont te le dire eux-mêmes, on va faire plusieurs séances avant même que tu proposes une deuxième ou une troisième. Ça change de vraiment, et là c'est pas question d'argent, c'est question de philosophie, de tempo, de mouvement. Alors bien sûr, ça peut changer aussi, mais on voit quand même la différence. La transe aussi, le rapport à la transe. Un Africain n'aura jamais le même rapport qu'un hindou ou qu'un danois. Alors je généralise bien évidemment, mais
suivant s'ils ont vécu là-bas, etc., et s'ils sont juste de passage en Europe ou pour professionnel ou pour familial, ils ont dans leur gène aussi, ils ont cette culture aussi. Enfin, c'est tout ça aussi. Ça, ces oui, empreintes, le rapport à la en fait. tu as raison de le souligner, c'est j'y avais pas pensé, tu vois, c'était pas dans le champ de mon conscient avant que tu ne le mentionnes. Mais à quel point, oui, effectivement, en fonction de la religion ou de la spiritualité pratiquée par la personne que j'accompagne, mes mises en transe vont être, mes mises en transe vont être particulières, vont être différentes et adaptées. Moi, je m'en étais pas rendu compte parce que c'est vrai qu'en fait, il y en a chez qui, tu sais, il y a des fois, tu fais, alors peut-être que vous conscientisez tout. Moi, il y a des fois encore, il y a des choses que je fais de manière instinctive, voilà. Et où je vais avoir une mise en transe, une induction beaucoup plus cadrée, beaucoup plus formelle avec quelqu'un qui va être européen au sens catholique protestant. Toute la chrétienté, ça va être différent d'une mise en transe, d'une induction avec un polythéiste, avec quelqu'un qui va être plus dans du chamanisme, dans de l'hindouisme, dans du bouddhisme, dans de l'animisme, dans du vaudou, dans tout ça. Enfin, c'est vrai que du coup, la mise en transe, elle est différente. Je l'avais pas pris, j'y avais pas fait gaffe. Et inconsciemment, à un moment donné, tu penses pas, tu sais, tu te dis pas, bah tiens, ça se fait naturellement en fait. C'est un rythme qui se met en place par rapport à la séance. Je pense que c'est intuitif aussi. Tu t'adaptes à la personne, tu t'adaptes. Oui. Puis je pense qu'en fonction, comme tu disais, peut-être des Européens, peut-être les Européens sont plus dans le contrôle entre guillemets quelque part. Donc la transe sera différente de quelqu'un qui est un peu plus dans le lâcher prise, peut-être comme tu disais, d'une personne qui est bouddhiste. Bon, après, j'ai pas encore testé, moi, mais c'est peut-être quelqu'un qui sait déjà commencer à lâcher prise plus facilement qu'un Européen qui est un peu plus dans le contrôle, dans la maîtrise, dans le laisser-aller, c'est un peu plus compliqué. Pour un petit joke, on va dire, surtout le français qui est dans le contrôle, entre guillemets. C'est l'Européen, il y a plein de pays qui sont... Oui, moi j'ai mon compagnon qui est suisse et en fait lui il me dit non mais moi je suis pas hypnotisable, de toute façon tu le sais quoi, voilà. Il s'est créé sa propre croyance limitante, il est persuadé que ça fonctionne pas. Je dis écoute. C'est souvent les meilleurs en plus. C'est vrai en plus, c'est souvent ceux qui pensent ne pas être hypnotisables qui sont les meilleurs sujets, parce qu'il suffit qu'il y ait une seconde qu'il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, et puis le monde bascule pour eux en fait. En quelques secondes, il suffit qu'il y ait même un signaling, même la moindre chose, même un changement de respiration pour eux qui change, c'est bon. Et souvent, c'est les meilleurs sujets, plus que quelqu'un qui a des attentes. Beaucoup plus. Exactement. Pour revenir un peu au pays, après on va faire le tour. Là, j'ai préparé un petit document aussi. Ce que je vous propose, sinon, c'est qu'on regarde ce que j'ai préparé, on fait un peu le tour de quelques pays, et puis après, on va reparler un peu de vos expériences, même en termes de fiscalité. Bon, les dom-tom, tu disais, c'est un peu différent, mais c'est intéressant aussi de voir. Alors là, j'ai pas forcément les taux par rapport à ça, mais bon, c'est toujours intéressant, même au Canada, même les dom-tom, etc. Je vais vous mettre, vous allez juste me dire si ça fonctionne. Hop. Donc, si je fais ça, tac. Hop. Alors. Pour l'instant, est-ce que là vous voyez ce qui se passe? Oui. Donc c'est bien partagé. Ok. Donc là, vous voyez, on a le Canada, justement. Donc tu vas nous dire un peu si tu es d'accord, Katia, avec un peu ce qui se passe. Tu vois, il n'existe pas de réglementation fédérale spécifique. Cependant, certaines provinces, je ne vais pas tout lire, mais tout est en particulier si l'hypnose est utilisée à des fins thérapeutiques,
C'est ça. pratique de l'hypnose clinique doit être pratiquée par des professionnels de santé agréés comme des psychologues ou des médecins, ça rejoint la France. La France, tout à fait. Absence de licence spécifique à l'échelle nationale. Il n'y a pas de licence obligatoire pour les... Cela signifie, théoriquement, n'importe qui pourrait se déclarer hypnotiseur. Ça, est-ce que tu es d'accord par rapport à ce qui est... Bah écoute, je pense que oui. Après, il faut demander des accréditations quand même. Je pense que tu peux pas Oui, exercer c'est ce que comme ça tu non plus, disais. hein. Après, il y a la loi 21 aussi par rapport à l'ordre des psychologues du Québec. Je sais pas si tu l'as Ils en trouvé. parlent. Ils en Bah parlent. là, il y a la loi, le Bill 171, tu vois, créé l'ordre des psychothérapeutes. Voilà. Ouais. C'est ça. Et c'est eux qui n'ont pas le droit, enfin, toi, tu n'as pas le droit de faire de régression, si je me souviens bien. Ouais. Donc ça, c'est à soulever. Donc voilà, après le document, je le mettrai à la disposition. Après, j'ai réuni tout ce qui est fait. Ah, super, merci. Ah oui. Donc là, c'est vraiment le plus long, le Canada, parce que je savais que ça allait intéresser aussi du monde, parce que c'est francophone. Donc là, je sais pas si tu vois le texte, mais bon. Oui, je le vois. Professionnel de santé, etc. C'est ça. Recommandations générales pour éviter les complications légales. Bien se former, comme tu précisais. L'élimination de pratique, forcément. Ouais. Donc là, on arrive un peu plus, on va dire, ensoleillé au Mexique. Donc au Mexique, il n'y a rien, il n'y a pas de certification reconnue, notamment, il conseille juste cependant une certification reconnue, notamment par les organismes internationaux, conseillés pour la crédibilité, tout simplement. Mais en gros, c'est un peu comme en France où tu t'installes et tu fais un peu ce que tu veux. Le Costa Rica, alors j'ai pris toutes ces destinations aussi en termes de fiscalité pour les personnes qui veulent partir s'expatrier. Après, tout le monde ne choisit pas pour la fiscalité, mais il y a à prendre en compte 3 sujets importants. C'est la fiscalité, la sécurité, le climat pour beaucoup de personnes, et bien évidemment le bien-être social, etc. Donc ça, c'est important. L'économie aussi du pays. Mais le Costa Rica, par exemple, fait partie des pays où les expatriés dans le monde, où on vit très bien, où c'est très, très sécure pour l'Amérique latine. C'est comme le Panama, ça fait partie des pays. Donc il y a certains pays, là je ne veux pas rentrer dans les détails, je donnerai les coordonnées d'une chaîne YouTube d'une personne, je vais la mettre après, qui est juriste, etc. Il y a certains pays où on arrive à quasiment 0% de taux de charge, donc d'imposition totale sur entreprise. Et sinon, certains pays, on va être aux alentours de 10%. Donc voilà. Après, l'expatriation, ça se fait pas à la légère, ça demande d'être bien entouré. La France, généralement, ils nous laissent pas partir comme ça. Il y a plein de clauses à bien respecter, mais ça se fait via des avocats contre un billet, bien évidemment, mais au moins c'est bien fait et c'est important de bien le faire. Donc pas de réglementation stricte non plus au Costa Rica. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, si vous allez travailler sur place, comme on a évoqué depuis tout à l'heure, la culture aussi. Est-ce que le Mexicain est prêt à aller voir des hypnothérapeutes? Ça va dépendre, je pense, de où on va se trouver. Ça va aussi peut-être une certaine classe sociale aussi va être plus intéressée que d'autres, suivant le marketing que vous allez faire, etc., une fois sur place. Pourquoi pas aller plutôt dans une sphère assez haute, ou le contraire, ou les deux, mais ça va dépendre d'un pays à un autre. Ça, c'est vraiment, puis les rencontres après de la vie, des médecins sur place, etc. Bien évidemment, la recommandation, toujours pareil, formation, etc., de parler la langue. Il est sûr que si tu vas en Amérique latine, il faut mieux bien parler couramment espagnol que même anglais. Si je prends l'exemple, là, en ce moment, je vous disais, je suis en Thaïlande depuis un mois en vacances.
l'anglais il est très minime. C'est pas du tout leur priorité. Si on va demain au Japon, ils ne parlent pour la plupart pas du tout anglais, et ils n'en ont rien à faire de parler anglais, mis à part dans les sociétés internationales, etc. Et sinon, ou les lieux touristiques, mais sinon, donc il faut apprendre le japonais. Sinon, c'est Mandela, je crois, qui disait que quand il était enfermé, quand il était emprisonné, il parlait anglais avec ses geôliers. Et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne parlait pas il lui a été beaucoup reproché de ne pas communiquer dans sa langue natale. Et il a répondu un truc du genre quand tu veux parler à l'esprit d'un homme, tu lui parles en anglais. Enfin, quand tu veux parler à l'esprit, tu parles en anglais, mais si tu veux lui parler enfin, tu parles dans ta langue, mais si tu veux parler à son cœur, tu parles sa langue. Si tu veux t'adresser à quelque chose. Alors, la citation de Mandela est beaucoup plus belle, beaucoup plus juste, mais où justement, il disait, si tu veux toucher le cœur d'un homme, il faut lui parler sa langue maternelle à lui. Oui, et puis c'est aussi le respecter, finalement. Oui. Puis l'intégration, c'est toujours pareil. Respecter la langue, l'intégration. C'est ça. Bon, là, il est clair que ça demande beaucoup d'efforts. Celui qui rêve de partir au Japon, il est vrai que ça va demander au-delà des lois, etc. Après, soyons aussi clairs, l'anglais passe super bien quand même dans le monde entier. Mais il y a certains pays où ça va être plus sympa typiquement l'espagnol. L'espagnol, c'est clair que ça sera plus sympa même pour eux. Donc le Panama, le Panama pour ceux qui veulent vraiment s'expatrier, même avec leur famille, etc. Il y a plein d'avantages au Panama. Dans tous ces pays, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi l'obtention. L'obtention d'un passeport, etc. Donc c'est super intéressant. Il y a plein d'avantages. Le Panama, ça fait partie que ce soit les nomades digitaux ou les expatriés, etc. Ça fait partie des pays vraiment en pleine croissance depuis quelques années, tout comme la Thaïlande, etc., où les étrangers sont bien accueillis et on ouvre les portes assez facilement. Parfois, on récompense même les expatriés, les étrangers, suivant les pays. On va te donner des formes de bourse, en quelque sorte. Donc ça, c'est à voir dans tous les détails. Mais, pratique, donc les professionnels de santé peuvent avoir besoin de qualification. En fait, ce qu'on va voir là, ça rejoint souvent la France. Il y a quelques exceptions, on va les voir à la fin. Bon, la Thaïlande, pareil, je vais passer, mais en gros, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de texte de loi qui dit non, tu peux pas. Mais la reconnaissance internationale. Monténégro, il faut savoir pareil, c'est un pays de plus en plus en pleine croissance sur notre territoire et qui est vraiment intéressant en termes de fiscalité. Le Japon, où il va falloir prendre en compte, c'est la culture, bien évidemment. Au-delà de la langue, faire de l'hypnose au Japon, là je crois que je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté, mais bon, ça à prendre en compte aussi. L'hypnose, ils n'attendent pas forcément après l'hypnose dans certains pays d'Asie, parce qu'ils la connaissent sous d'autres formes depuis bien longtemps, et c'est pas forcément dans leur culture d'aller consulter. L'Espagne, pas de réglementation. Cependant, en Espagne, il y a un petit groupe depuis quelques années, ils ont fait un texte. Alors, ce petit groupe, ce sont des médecins, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ont fait un peu comme en France. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre ce texte et les gens vont devoir respecter. Sauf que l'État n'a jamais mis le tampon. Mais si tu fouilles un peu, et si tu te renseignes un peu, parfois, suivant les personnes que tu peux interroger, ils vont te ressortir ce texte. Ce texte qui est pas mal, c'est un très beau texte, c'est très bien fait. C'est des médecins qui sont derrière, mais sauf que l'État n'a jamais validé. Mais eux, ils vont te soutenir que oui, tu ne peux pas être hypnothérapeute là-bas, ce qui est totalement faux. Mais ça à prendre en compte aussi. C'est ce qui se passe un peu en France. Ils sont un petit groupe comme ça.
Et puis une fois par an ou de temps en temps, il faut monter un peu. Et, voilà, bon, ça c'est encore un autre débat. Donc on a un peu la même similitude en Espagne. La plupart des pays, donc voilà. Certains pays réglementent spécifiquement l'exercice de l'hypnose, particulièrement dans un cadre médical. Et là, on en vient aux États-Unis. Certains États, même si tu es hypnothérapeute, ça ne passera pas. Donc là, il y a les États, la Floride, Washington, etc. Ces États exigent, tu vois, une licence pour pratiquer l'hypnose à des fins thérapeutiques. Et là-bas, ça, à mon avis, c'est à l'américaine, donc ça rigole pas. Il faut respecter. Donc, tu vois, souvent des professionnels de santé agréés, etc. Donc ça va vraiment dépendre des États. Pour ceux qui veulent partir aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aiment bien les États-Unis, qui ont un lien très proche avec là-bas. Donc, à bien se renseigner. Et pour finir, le Royaume-Uni aussi, on n'y pense pas forcément. Par exemple, c'est l'utilisation d'hypnose publicitaire, les déclarations, etc., à prendre en compte. Donc là, pareil, j'ai pas mis les textes, les détails, mais pour les personnes qui nous écouteraient, qui voudraient aller en Angleterre, ou qui y sont déjà, s'ils peuvent même nous apporter plus d'éléments, il faut faire très attention à ça, ce qui veut dire que peut-être sur les réseaux sociaux, etc., c'est totalement différent que chez nous. Chez nous, c'est un peu même le bazar. Hein. Des fois, on voit des pubs complètement lunaires. Là-bas, apparemment, c'est un peu plus surveillé. Et donc voilà, après j'ai mis les adresses, tout ça. Il y a en Australie aussi. L'Australie, ça fait rêver pas mal de monde. Et plus strict dans certains États aussi. Voilà, enfin bref, pour finir. Donc ça, c'était vraiment le côté pays. Bien sûr, j'ai pas fait tous les pays, parce que sinon il y en aurait beaucoup, mais la plupart des pays, après, ça rejoint finalement comme en France. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte là? C'est que finalement, dans le monde, l'hypnose n'est pas reconnue nulle part, à part quelques pays. Dans certains pays, ça roule, ça va super bien. Et nous, on prend beaucoup d'énergie, parfois, des deux côtés, aussi bien médical que qu'on ferait mieux de se concentrer sur peut-être créer un tronc commun associatif plutôt que donner les clés à l'État quand n'ont rien à faire, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et le peu de médecins qui s'en occupent, c'est pas la priorité de tous les médecins. Ceux qui veulent faire une législation, ils sont 5%, et c'est tout même pas. Donc la plupart des médecins sont bien contents qu'on soit présent, etc., etc. Plutôt que travailler main dans la main que essayer d'aller vers une législation qu'on voit bien dans le monde, il n'y en a pas. Et apparemment, ça a l'air de plutôt bien rouler depuis. Sauf comme au Canada, mais au Canada, ils ont réussi à faire les deux. Enfin, trouver un équilibre et dire, bon, ok, on va pas trop embêter tout le monde, on va mettre tout le monde d'accord, et puis là, c'est pas mal. Il y a une réglementation par rapport à la loi 21, en fait, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui a mis ça en place. Par rapport à, c'est une entente, en fait, c'est une entente. Il n'y a pas de reconnaissance, mais c'est une entente. Voilà. Ils nous permettent de faire certaines choses, entre guillemets, qui sont bien ciblées, bien cadrées. Voilà. Je pense à un engagement et une entente. C'est ça. Je vais juste vous présenter ça. Ça dure 2 secondes. Hop. Donc là, pour les personnes qui seraient intéressées, dont vous aussi, si ça marche, sauf que ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Alors du coup, je vais faire comme ça. Hop. Là, je vais vous mettre ça. Hop. Donc là, est-ce que vous voyez ce que je vous partage ou pas du tout? Oui. Le juriste digital, oui, vous le voyez? Ouais. Émile Ouest, c'est ça? Donc, voilà. Pour les personnes qui sont intéressées, là, une chaîne YouTube, c'est super intéressant. Donc, je le repartagerai dans les commentaires, dans la description. Hop. C'est super intéressant, et du coup, lui, il est juriste, donc il est spécialisé dans l'expatriation, les nomades digitaux, etc., etc.
il fait aussi apparemment des consultations aussi, hein, enfin des consultations, des rendez-vous aussi, donc individuels. Donc c'est quand même intéressant avant de changer de pays, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, de prendre en compte tout ce qui va être fiscalité. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment... Est-ce que vous avez des choses là dans ce que j'ai dit là? Je vais parler un peu de tout ça, mais c'était important, je pense, d'en parler aussi dans l'expatriation, c'est au-delà Quand tu parles d'expatriation, c'est vrai que de venir soulever le volet fiscalité, il est important parce qu'on a tendance à se dire je veux aller là parce qu'il fait beau ou je veux aller là parce qu'on paye peu d'impôts et à avoir tendance après à oublier que ouais, mais en fait, si tu veux aller là et payer peu d'impôts, il faut être enregistré comme local, comme ceci, comme cela. Et je vous partageais à tous les deux en début de rencontre que mon mari souhaitait se renseigner aussi beaucoup sur l'expat pour d'autres raisons. Et c'est vrai que c'est important de prendre conseil auprès d'un spécialiste et pas auprès de... J'ai un pote qui m'a dit que, mais si tu verras, c'est tranquille. Parce que nous, on a fait l'expérience directe, par exemple. Excusez-moi, vous entendez ma chienne qui se roule par terre. Excusez-moi. Chérie. C'est difficile de réfréner un grognement de... Je vois par exemple à l'île Maurice. Alors l'île Maurice, ça fait rêver aussi beaucoup de gens parce que la vie n'est vraiment pas chère. Qu'il y a une population très riche et une population très forte, très pauvre, mais il y a une grosse population très riche. Il y a une imposition qui est particulière et qui peut être très intéressante. Cependant, pas oublier qu'à Maurice, par exemple, rien ne nous appartient complètement. Comme en Thaïlande, le droit de sol. Le droit du sol. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on construise ou autre, le jour où l'État réquisitionne, point. Et vous pouvez avoir construit un immeuble, un centre de formation avec un complexe hôtelier. Excusez-moi, j'essaye de la faire sortir. Non, mais elle n'est pas gênante. Elle n'est pas gênante. Je suis désolée. Ça donnera de l'animation. Bon, mais voilà, c'était... Mais naturel. Voilà. Et en fait, ouais, il y a des gens qui ont des mauvaises surprises comme ça, parce que oui, ils bâtissent un empire à leur image, sauf que, ouais, et ça donne quoi le jour où il y a un changement de gouvernement et où on décide de réquisitionner l'immeuble, point. Ah ben... c'est à moi, c'est pas à vous. C'est vrai que ça va prendre en compte. Ça va prendre en compte. Mais une considération, ouais. Mais tu sais qu'ici au Québec, en fait, quand on arrive avec un permis de travail. Après, c'est tout un processus pour demander la résidence permanente. Nous, on est en plein dedans, là. Et voilà, pour l'instant, ça fait 1 an et demi. J'ai un permis de travail ouvert qui me permet d'exercer en tant que travailleur autonome. Mais là, on va faire la procédure pour la résidence permanente et c'est tout un processus. Voilà. Mais pareil, il faut prendre un avocat spécialisé en immigration et faire un dossier avec un avocat. On ne peut pas se permettre de faire un dossier seul. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Vraiment pas. Oui, puis chacun son métier. Tu vois, moi, il est clair que là, la personne que je vous ai montré tout à l'heure, lui ou un autre, dès que je vais être décidé, si je me décide à partir dans un pays, je ferai appel à ce genre de personnes. Ouais. Chacun son métier, lui, il va avoir, surtout par rapport à chaque profil, une personne qui a de l'immobilier en France ou autre et qui décide d'être expatrié à l'étranger, ça va être totalement différent que quelqu'un, je sais pas, qui est célibataire, sans enfant, enfin, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte aussi. Hein. L'âge aussi, bien évidemment. Enfin, il y a tout un contexte qui rentre en jeu. Et oui. Dans ton âge, il y a des pays qui ne te veulent plus. Tu peux pas rester. Aussi. Voilà. Après, ce qui revient souvent aussi en termes de la retraite. Alors, la retraite, oui, après, bon, ça, l'idéal, c'est quand même d'essayer de la faire un minimum. Après,
après, ça, c'est chacun va y voir midi à sa porte et aussi par rapport au profil de chacun. Ce qui peut revenir souvent, alors ça, c'est typiquement français, c'est l'assurance maladie. Il n'y a que les Français qui, il suffit de voir une vidéo sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui est expatrié ou autre, dans les commentaires, ils vont dire ah oui, mais le jour que tu es malade, tu seras bien content de revenir en France. Donc ça, c'est un leurre. C'est un Tout à leurre, fait, je confirme. comme on disait tout à l'heure, tu vas pouvoir confirmer, hein. Comme on disait tout à l'heure, la médecine en France, elle a 20 ans de retard. Donc déjà, vouloir se faire soigner en France, si tu n'as pas le choix, bien sûr. Il y a la chance d'avoir une médecine gratuite en France pour les personnes qui n'ont pas les moyens, et ça, c'est super, tous les pays devraient le faire, si on vivrait dans un monde des bisounours. Cependant, dès que tu es indépendant ou que tu travailles ou autre, tu le payes tous les mois sur les impôts, etc. Quand tu es expatrié, suivant les pays, pour une bonne assurance, si je prends l'exemple de l'Asie du Sud, tu vas en avoir, là je prends un cas tout seul, après il y a des enfants, il y a tout à prendre en compte. Tu vas en avoir pour 250, 300 $, 300 euros par mois. Si à côté de ça, tu as 5% d'impôts ou de charges tout comprises, ou même 10, ou même 0, etc., et que tu es dans les meilleurs hôpitaux du monde, suivant le pays où tu vas, et que tu n'attends pas un an pour aller chez l'ophtalmo ou autre spécialiste, parce que si je prends l'exemple en Thaïlande, tu demandes un spécialiste, c'est le lendemain, voire maximum le surlendemain. Même pas, tu vois, c'est direct, ils savent pas ce que c'est ici la crise des spécialistes, ça n'existe pas. Ouais. Alors oui, bien sûr, par contre, tu payes ton assurance. Il y a certains. Et souvent, le français, il a l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est vrai que c'est le pire. C'est le pire au monde, parce que si tu n'as pas les moyens, tu peux pas te soigner. Mais dans le monde entier, tout le monde n'est pas les États-Unis. Et quand tu prends une assurance privée ou autre, tout ne coûte pas comme aux États-Unis. Même si les soins en France coûtent très cher quand tu es malade. C'est vrai qu'on a de la chance, oui, là-dessus, mais ça ne fait pas tout non plus. Quand tu as une bonne assurance, logiquement, elle est censée te prendre en charge. Ouais. Mais ici, c'est souvent ce qui revient. Hein. Après, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas notre métier non plus, mais c'est souvent ce qui va revenir, c'est la peur d'être malade, mais ça c'est ancré, c'est un ancrage depuis tout petit, depuis en France, qu'on est le meilleur pays au monde là-dessus. Mais ici, on a le système de la RAMQ. Pardon. Il y a le système de la RAMQ, c'est pareil, hein, c'est comme une carte de sécurité sociale en fait. Enfin, moi je vois pour ma part, j'ai eu des petits soucis de santé, on m'a découvert un mélanome. Donc voilà, j'ai eu une intervention chirurgicale, enfin j'ai tout un processus là qui s'active plus ou moins. Et écoute, j'ai été opérée, j'ai passé des examens en médecine nucléaire, enfin voilà. J'ai ma carte de RAMQ, j'ai rien versé, j'ai rien payé. Après, c'est sûr qu'il y a des assurances à prendre en fonction des médicaments, par contre, ça oui. Parce que tu peux être couvert par ton employeur ici si tu travailles pour quelqu'un, mais après, quand tu es travailleur autonome, tu n'as pas d'assurance, il faut prendre une assurance pour les médicaments. Mais en attendant, voilà. Et puis, j'ai été super bien pris en charge rapidement. Et je dois même dire que j'ai été peut-être pris en charge plus rapidement qu'en France, parce que pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue en France, il fallait que j'attende 1 an. Ah ouais, c'est ça, c'est 6 mois, 1 an. Le moins de spécialistes, c'est 6 mois, 1 an. C'est ça. Après, ici, il y a des dispositifs où il y a des médecins de famille. Bon, effectivement, pour l'instant, je n'ai pas de médecin de famille. Mais justement, il y a un dispositif qui s'appelle le CLIC, où on peut converser avec quelqu'un en expliquant son cas, si c'est une urgence. Et il y a tout le processus qui s'enclenche. On va voir un médecin, après, qui nous fait une requête auprès d'un spécialiste, et petit à petit, on est pris en charge. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Et franchement, j'en suis très, très contente. Je suis super bien pris en charge, vraiment. C'est bien d'avoir bon, après, c'est malheureux ce qui t'est arrivé, mais d'avoir un exemple concret, oui. Justement. Là. Enfin, tu en parles.
Ça montre. Et bien sûr, pour la petite parenthèse, quand je dis on a 20 ans de retard, c'est pas à cause des soignants ou des médecins, hein, c'est à cause des moyens. Et il faut bien reprendre. On l'a vu pendant le Covid, hein, on était la risée du monde dans les pays développés parce que on n'est pas préparé. Malheureusement, que ce soit les médecins et les soignants en général, ça fait des années qu'ils sont dans la rue, personne les écoute. Et puis voilà, ils sont dépassés, les pauvres, et c'est pas de leur faute à eux, bien évidemment. C'est le système qui est tout à revoir. Mais bon, ça on va dire politique même. Nous, à La Réunion, on est plutôt bien lotis par rapport à ça. Je ne vais pas avoir un rendez-vous chez un spécialiste le lendemain, comme tu peux avoir en Thaïlande. Par contre, la plupart des spécialistes et la plupart des imageries médicales se font dans le mois. Ouais. Oui, c'est quand même bien. Je vois quand je discute avec moi, mon frère et ma sœur sont en métropole, donc quand on parle des enfants ou ce genre de choses-là, quand ils ont besoin de voir un pédiatre, ils me disent « mais on ne peut pas aller voir un pédiatre, il sera guéri le temps d'avoir un rendez-vous ». Enfin, où ça aura dégénéré. Enfin, il n'y a pas d'accès moi, pédiatre, dans la semaine, j'avais un rendez-vous. Dans les 2-3 jours, j'avais un rendez-vous. Passer un IRM peut nécessiter 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, c'est 15 jours, 3 semaines. Un ophtalmo, on va être sur 2-3 mois. C'est ça, c'est comme ici. Voilà, ça reste gérable. On a besoin de subir une opération. L'opération, elle peut être programmée là, dans la semaine. Oui. Assez rapidement. Oui, assez rapidement. Tout ce qui est médecine nucléaire, les prises en charge sont immédiates aussi. Enfin, c'est immédiate, quasi immédiate. Quelque chose qui est détecté, ok, le rendez-vous, il est pris pour la semaine prochaine ou dans 15 jours et le processus, il est enclenché tout de suite. On a cette grande chance à La Réunion. Justement, de par tous les médecins qui viennent s'installer au soleil. C'est pour ça. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et de la fiscalité. Parce qu'il y a des zones franches. Tu parlais de fiscalité tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut en parler ou si tu avais prévu de dérouler. Non, justement, j'allais vous laisser justement la parole là-dessus. En plus, tu l'as évoqué en début de live. Si tu veux bien nous dire à peu près les taux par rapport peut-être à ton statut, contrairement à nous, justement, si on les connaît en plus, vu qu'on est en métropole. Et puis toi aussi, Katia, si tu veux bien savoir combien qu'ils te prennent pour l'entreprise finalement, en plus avec la totalité des impôts. Parce que nous, on les connaît bien en France. Alors, nous, il y a il y a un seuil, en fait, en dessous de 30 000 $. Donc déjà, il y a la TVQ, j'ai tout noté parce que je ne me rappelais plus. La TVQ et la TPS. C'est les 2 taxes. Donc, ça représente à peu près 15%. En dessous de 30 000 $, tu n'as pas besoin de changer de régime, entre guillemets, pour reverser ces taxes. Et on va dire que j'ai regardé un petit peu au niveau des impôts, à peu près, on te prend entre 18 et 20%. Donc 15 plus 18 ou la totalité? Alors, en dessous de 30 000 $, tu vas payer entre 18 et 20% d'impôts. Après, si tu passes le seuil des 30 000 $, il faut que tu reverses les 15% de taxes et après, tu vas payer tes impôts. D'accord. Donc, tu n'as pas de système comme chez nous, l'URSSAF ou autre, c'est un impôt, c'est tout. En gros, donc si admettons, je sais pas, tu fais 70 000, 60 000, là, tu vas être sur quoi? Sur 25% en plus, du coup, en totalité? En fait, il faut que tu reverses ta TVQ et ta TVPS, donc qui représentent 15%, plus après ton taux d'imposition qui est à peu près à 18-20%. D'accord, donc ce qui sera un bon 30%. Si tu dépasses les 30 000 $, c'est ça, si tu dépasses les 30 000 $, c'est ça. C'est ça. Ça prend en considération aussi quand même ce qui reste un taux très élevé, qui est similaire à la France. Ce qui est similaire à la France. Par contre, à contrario, la vie ici, quand même, les salaires sont quand même
si on fait un comparatif avec la France, les salaires sont beaucoup plus élevés, l'immobilier est beaucoup plus accessible, le coût de la vie, par exemple, une voiture, c'est quand même moins cher qu'en France. Forcément, l'essence est moins chère. En termes d'alimentation, bah après, ça dépend comment tu manges, forcément. Enfin, bon, C'est nous, on mange relatif aussi. beaucoup de légumes, on fait un peu du bio, tout ça, donc voilà. Mais c'est à peu près, je pense, l'équivalent de la France, à peu près. Mais quand même, les salaires sont assez importants par rapport au rapport à l'immobilier. Voilà. Pour se loger, Ça pour fait la acheter une balance. maison ici, oui, vraiment, pour acheter une maison ici, bon, nous, on a trouvé un endroit, la maison de nos rêves, on va dire ça comme ça, au bord du lac. Je pense honnêtement que c'est une maison en France qui vaudrait 1,5, 2 millions, peut-être. Et bon, ici, ça représentait la moitié, voire même un peu moins, beaucoup moins. Donc, en termes d'immobilier, c'est vraiment très intéressant, vraiment. Et donc ça c'est pareil, ça va être propre. Chaque pays va avoir des avantages, parfois un peu des inconvénients. Je prenais tout à l'heure le Monténégro, ça reste un super équilibre par rapport encore à l'immobilier, aux taxes, bien évidemment, aux impôts et au coût de la vie. Le Panama, c'est un peu différent. La nourriture est chère, parce qu'il y a beaucoup d'exports quand même. Elle n'est pas forcément de bonne qualité, mais en même temps, tu vas avoir soit très peu d'impôts. Après, l'immobilier, bah, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle le Panama City, donc c'est une sphère aussi qui vit là-bas, mais bon, tu as plein d'autres avantages aussi, mais ça, il faut bien se renseigner. Je pense que c'est bien d'y aller en vacances, te renseigner. Et là, dans ce que tu dis, les impôts, si on prend l'exemple des 15 ou des 30% une fois que tu as passé là, est-ce que tu as une retraite de compter dedans ou pas du tout là? C'est Ah les non, pas du impôts. tout. Là, eux, Non, ils te non. prennent ça. Donc ça va prendre aussi en compte. Il est vrai que des fois, nous, on se dit, bon, on paye cher, mais on va dire, on nous promet une retraite. Donc ça, c'est un sujet assez vaste. Je le mets avec un trait d'humour parce qu'on ne sait pas quelle Ouais. retraite Mais qu'on comment aura. Ouais. Là, pour Mm. l'instant, on paye plutôt la retraite de nos anciens. Bon, bah, pourquoi pas, mais bon, c'est encore une philosophie française. Mais ça, on pourrait. Chacun ses avis là-dessus, mais du coup, ils nous prennent énormément. Parce que nous, si on regarde l'URSSAF, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu pour la retraite, etc. Nous, à La Réunion, en termes d'immobilier, on est sur des tarifs parisiens intramuros. Regardez, vérifier. D'accord. Ça devient très compliqué de se loger. Oui, c'est une île. Ouais, c'est ça. C'est une île, donc ça devient très compliqué de se loger. Au niveau de la nourriture, on est, je vous disais tout à l'heure, officiellement 40%, mais en fait, on va être à 40% sur ce qui est de la production locale. Et tout ce qui est de l'import, on est sur 2-3 fois plus cher. Une bouteille de shampoing, les trucs cons, hein, mais vous savez, la bouteille Head and Shoulders, la bouteille de shampoing classique, on peut la payer 11 €. Donc, et après, on nous parle de boucliers de première nécessité, de ceci, de cela, mais bon, le coût de la vie est quand même très, très cher. Tu me demandais tout à l'heure, Marc, de te renseigner sur mes taux. Je n'en sais rien. Je clique bêtement. Je rentre mon chiffre d'affaires et je clique. Mais pour te faire une idée, si tu connais les taux en France, un jour, j'ai échangé avec un collègue pendant que moi, j'étais en train de le faire et j'avais 8 à 10% de moins de charges que lui. Mais bon, comme tu dis, tu les reprends sur tout le reste, en Oui. fait. Mais du coup, voilà, au niveau des charges CGSS, CGSS les URSSAF, parce que moi, je paye tout à c'est la CGSS qui gère absolument tout. À La Réunion, on n'a pas CGSF plus URSSAF. Tout est regroupé.
Et donc, moi, quand je fais ma déclaration d'impôt, quand je fais, ma déclaration de chiffre d'affaires, j'ai des taxes dessus qui sont 8 à 10% inférieures à celles que vous avez en France métropolitaine, de par cet abattement. Et les 2 premières années d'installation en auto-entrepreneur à La Réunion, on a un abattement vraiment très important, où je crois qu'on est juste imposé à 3 ou 4%. Mais encore une fois, c'est vraiment pas mon domaine. C'est pas que je ne veuille pas donner les chiffres, c'est que je ne les connais pas. Mais de toute façon, ça reste la France, donc comme tu dis, toutes les taxes à côté. Mais il y a des endroits qui sont des zones franches où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, par exemple. Donc, en fonction de ton chiffre d'affaires, si tu t'installes dans une zone franche, ça peut être carrément intéressant. Mais il faut dégager le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir être installé en entreprise et pas en auto-entrepreneur. Ouais. Il y a tous ces calculs-là à faire et à prendre en considération. Et au niveau de l'impôt, par contre, j'ai comme toi l'impôt sur le revenu en plus des cotisations. Et je crois qu'on a un très léger abattement, peut-être. Mais... Il va y avoir un très léger abattement. Mais le coût de la vie est très cher parce que les fonctionnaires à La Réunion sont payés 30% de plus que les fonctionnaires en métropole. Et en fait, le coût de la vie est basé sur le salaire des fonctionnaires. Et contrairement à ce que disait Katia, ce ne sont pas nous tous les salaires qui sont relativement élevés, c'est vraiment le salaire des fonctionnaires. Un prof en milieu de carrière à La Réunion va toucher entre 3 et 4 000 euros, là où ça va être entre 2 et 3 000 euros en métropole. Mais le SMIC horaire est le même. Donc, suivant le métier que tu exerces, tu n'es pas payé plus. Donc, voilà, c'est seulement la fonction, et c'est seulement la fonction publique d'État. Il y a ces fameux 30% en plus. Donc, c'est pour ça, c'est compliqué, c'est qu'on dit oui, mais vous gagnez plus d'argent. Non, certains gagnent plus d'argent. Oui, c'est ça. C'est vrai, certains gagnent plus d'argent. Oui, tu compares les deux salaires pour un même métier fait dans des mêmes conditions en France métropolitaine à La Réunion, il y en a un qui est plus payé que l'autre. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est toute la population qui va subir l'augmentation du coût de la vie. Donc, ça va être vite compliqué, en fait, de se mettre, tu vois, financièrement dans les tarifs de mes consultations. Moi, je ne peux pas répercuter, je peux pas vraiment répercuter le coût de la vie sur mes tarifs de consultation en me basant sur ce que gagne un fonctionnaire, parce que j'ai très peu de fonctionnaires dans les personnes que j'accompagne. Ouais, je comprends. Tu vois, donc faut trouver ce juste équilibre. C'est pas toujours évident, ouais. Je reviens sur la fiscalité parce que je suis quand même allée regarder pour pas vous dire trop de bêtises. Au Québec, parce que ça dépend de la province, mais au Québec où je suis, en fait, 51 780 $ au moins, c'est 14%. Supérieur à 51 780 jusqu'à 103 545 $, c'est 19%. Donc, ce que tu disais, Marc, si par exemple tu fais 60 ou 70 000, effectivement, c'est 19%. Mais là, c'est tout compris. Alors, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de système comme l'URSSAF, rien. Par contre, il faut que tu prennes, toi, ta retraite ou que en tout cas, tu assures à côté. Ça. Et après, au-delà de ce montant-là, c'est... alors, au-delà de ce montant-là, jusqu'à 126 000 $, c'est 24%. Et supérieur à 126 000 $, c'est 25,75% de taux d'imposition. Donc, c'est plutôt même très avantageux et intéressant. On est quasiment 15% en dessous de la France, si on compte les 14% sans dépasser les 52 000 €. Voilà, c'est ça. Bon, je préfère rectifier pour ne pas vous dire de bêtises. Pas de dollars.
Voilà, dollar. Par contre, la devise du dollar CAN et à l'euro, le dollar CAN est moins fort que l'euro. Voilà, ça aussi. Bien sûr. C'est moins... Après, pour ceux qui ont le choix, et bien évidemment, c'est de payer moins. Après, il n'y a pas beaucoup non plus de pays dans le monde, donc c'est vraiment zéro. Je crois qu'il y a eu dans 4, 5, 6, dont Dubaï et les Émirats, etc. Mais sinon, c'est un bon compromis, je pense, c'est 10%, parce qu'il faut être aussi, bien évidemment, solidaire, etc. 10%, je pense que c'est honnête pour un pays qui pourrait potentiellement bien tourner, et puis que l'entrepreneur il soit content aussi, quoi, finalement. C'est ça. Mais sincèrement, je pense qu'ici, quand même, il y a une belle qualité de vie. Voilà. Oui, après, voilà, ça prend en compte. Il y a une belle Puis qualité si tu payes de vie. 15% et c'est moins cher à côté sur des choses, c'est cool aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. En tout cas, tu vends bien. Une maison au bord d'un lac, rien que ça, si tu veux. Ouais, c'est pas mal. Et puis, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on a eu la chance de tomber sur une belle maison en bois rond. Donc, voilà, c'est tout un contexte. C'est la cabane au Canada. Voilà. Mais vraiment, ouais. Non, c'est vrai que là-dessus, on a été très, très chanceux de trouver ce magnifique coin. C'est pour ça que je veux partager cet endroit avec les personnes qui viennent me voir pour les accompagner, parce qu'il y a une très belle énergie ici. Voilà, très, très belle énergie. Le lieu de travail aussi. Ah oui, vraiment. Et puis, on n'a pas encore tout exploré parce que c'est tellement vaste, mais c'est un très, très beau pays, vraiment. Après, c'est vrai que l'hiver, il y a la neige, mais on fait du ski, il y a plein de choses à faire. Voilà. Les balades en forêt. Et il ne fait pas si froid que ça, hein, bien couvert, c'est un froid sec. On n'a pas... Pourtant, moi, je suis du sud de la France, hein, donc le soleil, la mer, voilà. Après, il y a souvent que du positif, hein, sur les Canadiens, sur tous ceux qui y sont allés. Ils disent toujours que le Canada, ce sont des gens, en général, en tout cas, très, très gentils, accueillants. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous viennent à l'idée comme ça? Peut-être des choses que vous pensiez qu'on allait parler, qu'on n'a pas forcément pensé à parler? Non, je pense pas. Non, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui, moi aussi. Après, c'est pareil, c'est une vidéo qui va mûrir en quelque sorte, et qui va, comme certaines conférences que j'organise ou tant d'autres, apporter des réflexions, servir à d'autres personnes. Bien sûr. Peut-être qu'il y aura des questions après, des expériences aussi de personnes peut-être qui vont répondre aussi, etc. Après, si ça t'intéresse, je peux, si j'y pense, si tu me mets un petit mot, parce que je risque de zapper, là, ça va être l'heure de préparer le repas chez moi. Mais si j'y pense, je peux aller chercher les vrais taux d'imposition et te les écrire. C'est gentil, mais peut-être tu pourras leur mettre en commentaire, même sur YouTube. Mais de toute façon, je pense que ça se rapproche, puis c'est facilement trouvable, je pense, sur Internet. Oui, voilà. Vraiment, je retiens pas. Oui, je sais, c'est important. Ok, très bien. Bon, je le fais pas. Après, important, comme on disait, ça dépend aussi des profils de chacun aussi. Dans l'expatriation, il y a ça aussi à prendre en compte. Ça va dépendre vraiment des envies de chacun. Oui, je prends l'exemple, quelqu'un qui est célibataire sans enfant, il peut peut-être partir, je sais pas, dans la brousse. Alors, je dis pas qu'une famille ne peut pas le faire, mais ça va être différent aussi. Il y a les écoles à prendre en compte. Enfin, il y a plein de choses, en fait, plein de facteurs. Il y a les écoles, il y a la sociabilisation des gosses, il y a parce qu'on va te dire oui, mais le CNED, oui, le CNED, c'est super, sauf que l'école, c'est pas que un lieu d'instruction. C'est pas, bien sûr. Ils ont besoin de relationnel aussi, les enfants. Ils ont besoin d'un contact. Oui, ils vont apprendre autant, si ce n'est plus, à Bali, au milieu de la jungle, ils vont apprendre autrement, différemment, au Canada et tout ça, oui. Mais ils vont peut-être aussi avoir besoin de revenir dans un milieu plus européen, plus franco-français pour leurs études, il y a plein de choses à prendre en considération. Après, c'est vrai que quand on est sans enfant, avec un conjoint qui est bien sûr. Ou sans conjoint, c'est vrai que ça peut être le rêve. C'est différent.
Il y a plein de facteurs. Après, on va parler aussi des pays un peu lointains, dont le Canada, bon, qui est francophone, mais il y a aussi les pays limitrophes, hein, finalement. On va parler aussi quand même de l'Espagne, il y a le Portugal aussi, qui a beaucoup d'avantages, le Portugal, sur l'ambiance, sur le soleil, la fiscalité aussi. Enfin, il y a le peuple portugais sont des bonnes personnes, hein, comme dans tout pays, mais il y a d'autres pays aussi qu'on n'a pas parlé, mais moi je m'intéresse de plus en plus. C'est tout ce qui va être la Bulgarie, tout ça, c'est des pays qu'on ne pense pas forcément, mais qui sont en plein développement. Ils sont super intéressants et des fois on n'y pense pas, mais ils n'ont rien à envier à chez nous sur certaines choses, quoi. Et c'est en pleine croissance, donc il y a plein de choses à faire aussi, et surtout en termes de notre métier aussi. Mais là, on en revient aussi à la langue aussi, hein, à prendre en compte aussi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de s'expatrier, je trouve que c'est une super expérience, vraiment. Vraiment. Bon, excusez-moi. Ce sera la sonnerie de la fin, justement. C'est pas mal. Je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, c'était sympa. Ça s'est passé super rapidement. On est déjà à 1h30 là. C'était super sympa. En tout cas, si ça peut aider certaines personnes à franchir le cap, et voilà, si ça peut les aider, avec plaisir. Voilà, au contraire. À creuser d'eux-mêmes aussi après, hein, bien évidemment. Bien sûr. Après, chacun doit faire ses propres expériences. Mais déjà, ça donne déjà un premier élan, peut-être. Voyager, aller vers les autres, c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, que ce soit en cabinet ou en visio, mais le faire personnellement aussi, c'est intéressant aussi. Exactement, ouais, et puis c'est très enrichissant, on apprend beaucoup sur soi et à travers l'autre. Voilà. On apprend beaucoup. Puis, il y a Comment je me rends compte à l'occasion de l'autre. Oui, c'est ça, exactement. Et puis un dernier point quand même, c'est que on a un métier qui est plutôt universel. Et on a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Même si on disait qu'il y a certains pays qui seront peut-être moins demandeurs, mais globalement, on a quand même un métier qui est universel. On a bien vu que les lois ne sont pas forcément très difficiles. Donc, après, c'est juste un peu de courage, d'envie, et puis d'adaptation, de sortir sa zone de confort. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, la vie nomade d'ici, ça ne doit pas être mal. Donc, peut-être pour plus tard. J'aime dire que la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais elle appartient aux audacieux. Je pense que l'expatriation, c'est d'être audacieux, justement. Oui, bien sûr. Et puis même, de par mon expérience, je pense qu'il n'y a pas d'âge. J'ai 52 ans, je l'ai fait, j'avais 50 ans. Bon, avant, je n'ai pas pu le faire pour X raisons, parce que j'avais mes enfants, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Maintenant, ils sont grands. Donc, je me suis permis aujourd'hui, de faire finalement ce que j'avais toujours envie de faire, c'était de partir. Et je pense qu'il ne faut pas que l'âge soit un frein, vraiment. Au contraire. On peut se découvrir aussi à travers cette expérience. Oh, oui. À tout âge. Voilà. Et puis 50 ans aujourd'hui, c'est pas 50 ans au début de siècle, hein, début du non, mais c'est pas vieux, mais... Et 50 ans, c'est bon, tu vis ta life, quoi. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort à ces âges-là parce que peut-être la retraite, il y a plein de choses qui font que... Ils ne l'auraient pas fait à 35 ans non plus. Ils ne l'auraient pas fait à 40 ans non plus. Exactement. Ils prennent l'excuse de l'âge. Avant, ça aurait été l'excuse des gamins. Avant, ça aurait été l'excuse de ceci. Et puis après, ça sera l'excuse de « oui, mais ma mère est âgée. Oui, mais mon fils vient d'avoir des enfants. » Enfin, tu vois, il y aura toujours une excuse. Mais ça, c'est en fonction de chacun aussi, attention. Ouais, bien sûr. Oui. Ah oui. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie non plus de s'expatrier ou de voyager. Mais il est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, mais ça fait partie du cœur de notre métier aussi, qui sont en boucle inconsciemment. Et puis, la vie passe, et puis ils se réveillent, et puis ils ne sont pas partis au Canada, ou ils ne sont pas partis dans les dom-toms, que sais-je encore. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui sortir de la zone de confort, c'est épanouissant, c'est enrichissant. Mais il y en a pour qui sortir de la zone de confort, c'est juste un putain d'inconfort, quoi. Oui, ça fait peur. Si c'est pour être au taquet, si c'est pour être stressé en permanence, si c'est pour en permanence, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, non, on a aussi le droit d'aimer. Tout à fait. D'aimer être dans son rythme, d'aimer se dire ah oui, ça aurait été beau le Canada ou la Réunion ou la Bulgarie, mais je suis bien ici, chez moi, avec ce que je connais et tout ça. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. C'est ça appartient à chacun.
Puis n'oublions pas que demain est une autre chance. Donc, quand tu pars comme ça, et si tu vois que ça ne va pas, après, ça va dépendre aussi de la logistique, mais rien ne t'empêche de revenir finalement. On a aussi cette chance, pour le coup, là, c'est une chance aussi. On a quand même la chance d'avoir un beau passeport, qui est quand même le passeport français. Alors, plus si tu en as un deuxième, c'est encore plus cool, quel que soit le pays. Donc, tu peux toujours rentrer en France et te dire, bon, voilà, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Mais c'est pas grave. Bien sûr. Une expérience quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'est pas des arbres. On peut... on peut se déplacer. Bon. Je vous souhaite une belle continuation. Merci. C'est gentil. Merci, Elodie. Parole, et puis peut-être... merci à vous deux, puis peut-être une prochaine fois pour un autre thème. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne fin de journée, en tout cas. Oui. Moi, c'est la nuit. Mais bon, bonne fin de journée à vous. Moi, c'est le matin. Moi, il est 10h42. Voilà. Ouais, 18h chez moi. Et 22h où je suis. Ok. Bon. Belle continuation à vous. Merci. Toi aussi, Elodie. Belle continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.